à toutes et tous. Bienvenue à l'Institut du cerveau pour cette conférence donateur sur la sclérose en plaques, avec quels sont les nouveaux espoirs des traitements comme question à laquelle nous allons tenter de répondre. Vous connaissez la situation, vous êtes connectés et ça va nous permettre de vous transmettre le maximum d'informations possibles, mais aussi de répondre aux questions que vous avez posées à l'avance. Et donc, en cette période où il nous est impossible de nous retrouver physiquement, je crois que c'était important pour l'Institut du cerveau de continuer à vous apporter une information, à vous permettre de voir quels sont les progrès qui sont réalisés dans le domaine de la recherche, à l'Institut du cerveau et ailleurs. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'aujourd'hui, on puisse, d'une certaine façon, continuer notre programme et nos conférences donateurs. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter trois de nos chercheurs. D'abord, Violeta Juzovic, qui est une brillante chercheuse et chef d'équipe de l'Institut, qui travaille sur les cellules immunitaires et elle vous expliquera comment ces cellules peuvent influencer sur la régénération de la myéline, donc la remyélinisation dans la sclérose en plaques. Et puis nous aurons deux cliniciens-chercheurs, d'abord Bruno Sankoff, qui est aussi un chef d'équipe et un spécialiste de l'imagerie cérébrale, et il va vous montrer comment on peut, grâce à cette imagerie, suivre la remyélinisation et essayer d'en comprendre les mécanismes. Et puis enfin, Céline Loapre, aussi clinicien-chercheur et responsable du Centre d'investigation clinique, va vous parler d'une étude très spécifique faisant appel à la stimulation électrique pour favoriser la régénération des névrites optiques, des atteintes du nerf optique. Donc voilà le programme. En plus, ils vont répondre aux questions que vous aurez posées. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est juste introduire cette conférence en vous disant à nouveau ce qu'est l'Institut du cerveau. Désolé pour ceux qui le connaissent déjà, mais pour les nouveaux, c'est intéressant de savoir dans quel cadre ces recherches et ces présentations sont faites. Alors, pourquoi l'Institut? D'abord, eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que les maladies du système nerveux sont une priorité et une urgence de santé publique en raison de leur nombre. Il faut voir que 10% des Français qui vont avoir 80 ans ou plus en 2060, et donc ce vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation de la prévalence, donc de la fréquence des maladies du système nerveux, en particulier des maladies neurodégénératives. Et du coup, au moins une personne sur 8 est touchée ou sera touchée au cours de sa vie par une maladie du système nerveux. Ça représente 1 milliard de personnes à l'échelle de la planète. Donc c'est un problème immense. Et c'est un problème qui évidemment a un coût puisque ces maladies sont sévères, sont handicapantes et elles sont souvent chroniques. Et vous voyez qu'il y a une dizaine d'années en Europe déjà, le coût de ces maladies était estimé à 800 milliards d'euros. L'autre raison, et qui est tout aussi importante, c'est que le cerveau et notre système nerveux en général représentent un défi scientifique immense. Comment comprendre l'extrême complexité du système nerveux? Le système nerveux, c'est 2% de notre poids, c'est pas grand-chose, hein, c'est petit, mais c'est quand même un organe qui consomme 20% de notre oxygène. Donc c'est un organe extrêmement actif en permanence, même quand on dort. Et il est composé surtout de milliards, plus de 85 milliards de neurones et des millions de milliards de connexions entre ces neurones. Donc une complexité quasi infinie, des cellules qui sont toutes différentes les unes des autres et qui sont responsables de fonctions majeures chez l'homme. Évidemment, les fonctions que nous partageons avec d'autres espèces, mais aussi des fonctions spécifiques à l'espèce humaine, comme les émotions, comme le langage, et savoir comment ces fonctions sont produites et représentent des questions absolument cruciales pour les comprendre et bien sûr aussi pour approcher des troubles qui les affectent.
Et donc, il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine des neurosciences fondamentales pour comprendre le développement du système nerveux, sa plasticité qui est énorme et qui malheureusement diminue au cours du temps, la façon dont le câblage est fait, comment il peut évoluer, comment est-ce que le système nerveux se répare, comment est-ce qu'on peut favoriser la régénérescence. Toutes ces questions sont absolument essentielles. Et la particularité de l'ICM, c'est qu'il cherche à répondre à ces deux défis, celui des maladies, mais aussi celui de la compréhension des systèmes nerveux. Et si l'Institut du cerveau a cette mission, il est particulièrement bien placé pour y répondre et relever le défi, parce que c'est un pure player du cerveau, donc il est vraiment focalisé sur le cerveau à l'échelle européenne. Et comme vous le voyez sur cette image, il permet de balayer quelque chose d'extrêmement large et de s'appuyer sur des partenaires très solides. D'abord, il y a la recherche, c'est l'Institut du cerveau, avec une structure publique-privée, puisqu'à côté de la fondation de l'Institut du cerveau, ou l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, vous retrouvez le CNRS, l'INSERM, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et Sorbonne Université, qui sont des acteurs majeurs de la recherche et du soin en France. Nous rassemblons 700 chercheurs dans 25 équipes et, comme je vous le disais, ils vont de la recherche fondamentale jusqu'à une recherche beaucoup plus clinique et ils s'appuient sur des plateformes technologiques dont je vous reparlerai dans un instant. Et cet institut, il est au cœur d'un hôpital, hôpital Pitié-Salpêtrière, où il y a une expertise extrêmement importante dans le domaine des maladies du système nerveux, les maladies neurologiques, les maladies psychiatriques, les tumeurs du cerveau, avec 250 médecins spécialistes et 1000 paramédicaux. Et l'Institut du cerveau s'appuie sur aussi un institut hospitalo-universitaire. Alors, au-delà de la recherche et du soin, l'Institut est impliqué dans la formation grâce à son partenariat avec Sorbonne Université et il a créé, vous le verrez, ce qu'on appelle l'Open Brain School, notre notre institut de formation qui est maintenant certifié. Puis la dernière dimension qui vise à vraiment accélérer le passage des découvertes aux applications, c'est notre incubateur et notre volonté d'être des entrepreneurs grâce à ce qu'on appelle IPEPS, c'est notre incubateur, et vous verrez comment il s'est développé, le rôle qu'il a joué au cours de ces dernières années. Donc laissez-moi reprendre tout ça. D'abord, en vous disant que nous avons maintenant 10 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup quand on voit le chemin parcouru. Si vous regardez cette diapositive, vous voyez qu'on a bâti vraiment une excellence en recherche. Maintenant, on est second sur 35 instituts internationaux dans le domaine de la neurologie. L'Institut du cerveau et ses chercheurs produisent plus de 500 publications tous les ans. Donc, il est inscrit dans le paysage et c'est une réussite scientifique. Il est aussi à l'origine de 149 études cliniques qui se déroulent aujourd'hui avec notre centre d'investigation clinique et une activité qui a été multipliée par 2 depuis l'ouverture de ce centre. C'est aussi ces programmes de formation, cette présence internationale avec des centaines de collaborations initiées par nos chercheurs, certaines qui sont appuyées par nous, et puis ces plateformes technologiques dont je vous dirai un mot qui sont de très haut niveau. Et grâce à tout ça, à cet écosystème dynamique, on a obtenu des labels d'excellence. D'abord, le label IHU, il y a 7 IHU en France et nous sommes le seul dans le domaine des maladies du système nerveux. Et puis d'autres labels, le label Carnot pour la valorisation, le centre d'excellence pour les maladies neurodégénératives et puis pour les startups, le French Tech Seed. Tout ça a été permis parce que nos chercheurs sont extrêmement dynamiques. Ils ont obtenu des financements nationaux et internationaux de prestige, comme les ERC, on en a 15 maintenant. Tout ça a conduit à des brevets, des partenariats et puis de la création d'entreprises. Et puis aussi grâce
à la collecte de fonds auprès du grand public. Et je voudrais remercier particulièrement tous nos donateurs, grands et petits, qui nous aident vraiment au développement et à la réussite de cet institut au service d'une grande cause. Donc voilà en quelques mots un panorama de l'Institut du cerveau tel qu'il est aujourd'hui, de ses ambitions pour demain. Et je voudrais à nouveau vous remercier pour le soutien que vous nous apportez. Et puis j'espère que cette séance sur la sclérose en plaques va vous éclairer, apporter des réponses et de l'espoir aussi par rapport au traitement de cette pathologie. Voilà, je vous remercie beaucoup et maintenant je passe la parole aux trois orateurs qui vont vous détailler leurs recherches en commençant par Violeta Juzovic. Merci. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le travail qu'on effectue dans mon laboratoire qui s'intéresse aux mécanismes de remyelisation et en s'intéressant plus particulièrement aux cellules immunitaires. Pourquoi est-ce que je m'intéresse aux cellules immunitaires? Parce que tout d'abord, je m'intéresse à ce qui forme l'individualité biologique. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Et dans ces temps de pandémie, vous avez un peu l'intuition de ce que je vais vous dire, c'est qu'on est tous pas pareils avec nos cellules immunitaires qui vont plus ou moins nous défendre par rapport au virus. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue conceptuel lorsqu'on étudie les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que dans toutes les maladies qui sont dans le cerveau, il va y avoir une inflammation, une intervention des cellules immunitaires, et chacune d'entre elles va avoir des conséquences plus ou moins importantes. Donc moi, je m'intéresse tout particulièrement à une pathologie qui est la sclérose en plaques, qui est une pathologie démyélinisante inflammatoire. Il y a à peu près 100 000 patients en France, avec une prévalence de 1 pour 1000. À peu près 3 femmes pour un homme sont atteintes, avec un âge de début de maladie de 30 ans. Et il faut savoir que c'est la deuxième cause de handicap chez le jeune adulte. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée sclérose en plaques? Parce que comme vous le voyez ici sur ces images IRM dans le cerveau et dans la moelle épinière, on observe ces zones de lésions blanches qui correspondent à la destruction de la myéline, qui est un élément essentiel de la conduction nerveuse. Qu'est-ce que la myéline, qui est formée dans le cerveau et dans la moelle épinière par les oligodendrocytes? C'est une sorte de gaine qui va entourer les axones, et c'est ce que vous allez voir dans ce film ici. Elle est produite par les oligodendrocytes, qui sont des cellules qui vont étendre leurs petits bras pour enrouler l'axone et permettre une conduction très efficace de l'influx nerveux. Ce qui se passe dans la sclérose en plaques, c'est qu'alors que le cerveau et la moelle épinière, normalement, sont entourés de la barrière hématocéphalique, ici symbolisée en violet, normalement, peu de cellules immunitaires vont traverser et aller dans le cerveau. Dans la sclérose en plaques, il y a des lymphocytes et des macrophages qui vont traverser cette barrière, se fixer à la myéline et participer à sa destruction. Suite à des destructions, en fait, il y a deux scénarios. Soit il va y avoir une perte axonale à long terme, soit il va y avoir un phénomène qu'on appelle la remyélinisation, qui est un phénomène qui nous intéresse grandement parce qu'il va y avoir une réparation, une régénération de la myéline. Comment se passe cette régénération? Elle est notamment due au fait que dans notre système nerveux central, il y a des cellules précurseurs qui persistent. En effet, les oligodendrocytes myélinisants vont dériver au cours du développement de progéniteurs neuraux qui ensuite deviennent des précurseurs d'oligodendrocytes. Et ce qui est intéressant, c'est que chez l'adulte, une de ces sous-populations va persister. Donc on a un pool de précurseurs d'oligodendrocytes qui vont persister. Et ces cellules sont très sensibles soit aux signaux des neurones, soit aux stimuli inflammatoires. Pour qu'il puisse y avoir une remyélinisation, ici j'ai symbolisé les axones démyélinisés, il faut que les OPC soient activés, donc ils prolifèrent, qu'ils migrent vers le centre de la lésion et qu'ils se différencient en oligodendrocytes remyélinisants. Donc, alors que pendant longtemps, on a cru que les cellules immunitaires étaient là que pour détruire la myéline, il y avait un concept qu'on n'avait pas assez étudié dans le domaine, c'était que le rôle des macrophages et des cellules immunitaires en général était en effet de détruire, parce que c'est ce qui se passe lorsque vous avez un virus. Vous avez un macrophage qui est en veille, donc symbolisé en vert, qui va reconnaître le virus et va devenir pro-inflammatoire pour le détruire. Et ensuite qui va devenir pro-régénératif parce qu'une fois que le virus est détruit, il va avoir une réorganisation, une réparation et un retour à l'homéostasie. C'est à peu près ce que les gens ont observé dans la remyélinisation. Ça a été démontré dans les modèles animaux que suite à des signaux pro-inflammatoires, les macrophages qui sont alertes, donc en vert, vont devenir pro-inflammatoires. Ces cellules vont participer à la destruction de la myéline, mais on va aussi organiser la réparation en activant la prolifération des oligodendrocytes.
Ensuite, elles vont devenir pro-régénératives et vont permettre la différenciation, vont émettre des signaux pour permettre la différenciation des oligodendrocytes. Donc ça, c'était intéressant de constater ça dans les modèles animaux. Mais ce que nos collègues Benedetta Bodini et Bruno Stockoff ont montré en 2016, grâce à une technique d'imagerie innovante qui permet de suivre de manière dynamique la myéline chez les patients, ils ont démontré en fait que lorsque la myéline disparaissait chez certains patients, elle pouvait se régénérer. Et que c'est un phénomène qui se produisait souvent chez certains patients et qu'ils n'observaient pas chez d'autres. Donc il y avait une hétérogénéité de la capacité à remyéliser chez les patients. De plus, ils ont démontré que cette capacité de réparation était inversement corrélée à l'installation du handicap et la progression de la maladie. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est essayer de reproduire ça dans nos modèles, soit dans les cellules, soit dans les animaux, pour essayer de recréer un modèle humanisé qui permettait de comprendre pourquoi certains patients réparaient et pas d'autres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rôle des macrophages était bien connu. Donc, soit elles devenaient pro-inflammatoires et activaient la première partie, donc l'activation et la migration des OPC, soit la deuxième partie, la régénération de la myéline. Mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si on mettait en présence ces macrophages de lymphocytes, soit de donneurs sains, soit de patients, est-ce que le scénario allait changer? Et c'est l'étude qu'a réalisée l'étudiant en thèse qui était avec moi et que nous avons publiée en 2017. Nous avons démontré, lorsqu'on mettait en fait en présence les cellules microgliales, donc les macrophages du cerveau, en présence soit des lymphocytes de donneurs sains, soit des lymphocytes des patients CEP, qu'on obtenait une différenciation différente des macrophages. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en rouge et en vert, on a noté soit les macrophages pro-régénératifs, soit pro-inflammatoires. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on leur donne des lymphocytes de patients sains, les cellules vont plutôt être pro-régénératives, alors que chez les patients CEP, on observe plutôt des cellules vertes, donc plutôt pro-inflammatoires. On a ensuite regardé quel effet ça avait sur les OPC. Donc ici, en vert, on a regardé les OPC, donc les oligodendrocytes remyélinisants. Vous voyez qu'en présence de lymphocytes de donneurs sains, on a beaucoup d'oligodendrocytes qui se sont différenciés, alors qu'en présence des lymphocytes de patients CEP, ce n'est pas le cas. Mais ce qui était plus intéressant encore, c'était qu'on observait une hétérogénéité parmi les patients. Donc chacun de ces points représente un patient et vous pouvez voir que certains patients avaient à avoir les mêmes effets que les donneurs sains. Donc n'allez pas perturber la différenciation des macrophages en phénotype progénératif et aller permettre la différenciation des OPC. Donc, on avait réussi à démontrer que l'échec ou le succès de la remyélisation était dû au contexte inflammatoire, donc aux cellules qui allaient être présentes, et qu'en plus, chacun des patients avait en lui des cellules immunitaires qui lui permettaient ou pas d'organiser cette réparation. Donc, après avoir démontré cette étude sur les lymphocytes, on a aussi posé une deuxième question, cette fois-ci sur les macrophages, c'est d'essayer d'expliquer si, lorsqu'elle voulait devenir soit en veille, soit pro-inflammatoire, soit pro-régénérative, est-ce qu'il y avait une différence chez les patients? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une capacité intrinsèque de devenir soit trop pro-inflammatoire, soit pas assez pro-régénératif? Pour répondre à cette question, ce que nous avons fait, c'est que artificiellement, nous avons donné des signaux aux macrophages des patients, soit de devenir des cellules en veille, donc alerte, soit pour devenir des cellules pro-inflammatoires, soit devenir des cellules pro-régénératrices. Nous avons donc pris le prélevé du sang de plusieurs patients et de donneurs sains. Nous avons extrait les monocytes, qui sont les précurseurs des oligodendrocytes. Nous les avons fait devenir de manière artificielle des macrophages, puis donné des signaux qui les font devenir les différents phénotypes que je vous ai décrits. Ensuite, nous avons regardé, grâce à des techniques innovantes, l'expression des marqueurs à leur surface et leur capacité de phagocyter la myéline. Et nous avons aussi regardé en transcriptomie comment évoluaient 15 000 gènes différemment entre les contrôles et les patients. Nous avons aussi regardé d'un point de vue métabolique quel était l'état des cellules. Donc nos résultats étaient intéressants parce qu'on s'est rendu compte, lorsqu'on comparait les macrophages des donneurs sains et des patients, que chez les donneurs sains, la différence entre les différents états était très claire. Par contre, chez les patients, quels que soient les signaux qu'on leur donne, l'état alerte ou l'état progénératif allait être très proche des pro-inflammatoires. Donc, quels que soient les signaux qu'on leur donne, il y avait une incapacité des macrophages de patients à devenir soit en veille, soit en prorégénératif. Et on a suspecté que c'était dû au fait qu'il y avait un problème du métabolisme des cellules des patients. Donc, ce travail a été réalisé par une étudiante en thèse, donc Jennifer Franson. Pourquoi est-ce que le métabolisme est
très important pour les macrophages parce qu'il a été décrit que suivant qu'ils sont pro-inflammatoires ou pro-régénératrices, les cellules n'utilisaient pas le même métabolisme. Elles n'utilisaient pas notamment le glucose et la phosphorylation oxydative de la même manière. Quand elles sont pro-inflammatoires, elles vont utiliser la glycolyse et utiliser beaucoup de glucose. Lorsqu'elles sont pro-régénératrices, elles vont utiliser la mitochondrie et la phosphorylation oxydative. Tout cela va mener soit à une sécrétion de molécules pro-inflammatoires, soit une sécrétion de molécules qui vont calmer l'inflammation et permettre la réparation. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à toute l'étude globale qu'on a effectuée sur les macrophages, qu'alors que chez les donneurs sains, on avait la présence de marqueurs inflammatoires à la surface, mais très peu, comparé aux patients, comme vous voyez ici, que les deux types de cellules étaient capables de phagocyter la myéline. On avait par contre une très grosse différence dans la façon dont elles utilisaient le glucose. Chez les donneurs sains, le glucose et la glycolyse étaient utilisés de manière minime, alors qu'elle est utilisée de manière très importante chez les patients, avec très peu d'utilisation de la mitochondrie, et qui a pour conséquence qu'il va y avoir une sécrétion de molécules pro-inflammatoires, quel que soit le signal qu'on leur donne. Donc, grâce à ça, on a mis en évidence qu'il y avait des poules de gènes chez les macrophages de patients qui ont la sclérose en plaques, qui en fait étaient complètement dérégulés. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on observe que chez les patients qui ont la sclérose en plaques, on a un réseau de gènes qui est dérégulé? Ben, on essaie de voir comment on peut contrôler ce réseau. Et pour ce faire, on a développé une collaboration pour essayer de changer les réseaux des patients et les faire revenir vers un réseau normal donneur sain. Ici, vous pouvez visualiser en fait le réseau qu'on a observé de molécules qui sont modifiées chez les donneurs sains lorsqu'ils sont en état de veille et lorsqu'ils sont en état pro-inflammatoire. Et ici, vous voyez clairement qu'en état de veille et en état pro-inflammatoire, ce n'est pas du tout le même réseau et que les deux réseaux sont perturbés. Donc, comment faire pour essayer globalement de modifier tout le réseau? On s'est dirigé vers nos amis de l'INRIA et notamment des informaticiens qui sont spécialistes des réseaux, qui avant étudiaient les réseaux neuronaux, donc la connexion des neurones entre eux, et on a essayé d'appliquer leur théorie sur l'établissement des réseaux dans les macrophages des patients. Pourquoi? Parce qu'eux, ils arrivent à déterminer parmi tout ce réseau, quel est le gène contrôle, quelle est la molécule qui va contrôler le reste du réseau. Donc, juste pour que vous visualisiez facilement ici, donc facilement juste pour voir la complexité du réseau, on sait que chacune des molécules qu'on a étudiées, et chaque point est une molécule, ont des interactions entre elles. Mais on sait ici, vous voyez les points roses, des gènes qui sont extrêmement importants et qui vont être à l'interface entre toutes ces molécules. Grâce à leur modélisation mathématique, ce qu'on a réussi à faire, c'est mettre un poids sur chacun des gènes et identifier quel était le gène contrôle qui permettait de contrôler tout le réseau à la fois. Grâce à ça, on a mis en évidence qu'il y avait une dérégulation de la façon dont les molécules interagissaient entre elles chez les donneurs sains et chez les patients CEP. On a notamment mis en évidence que chez les donneurs sains, on avait une molécule qui était SOX1, qui était la molécule qui contrôlait les réseaux et notamment la sécrétion de molécules pro-inflammatoires, alors que chez les patients CEP, on avait un changement, donc un switch, vers une autre molécule de la même famille qui est SOX3, qui à son tour va être celle qui va diriger tout le réseau. Donc, après cette modélisation et l'identification de ces facteurs par modélisation, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de démontrer que nous arrivons donc à contrôler le réseau juste en changeant ce gène uniquement. Et donc, ce travail a été réalisé par Giulia Bassignana qui vient juste de passer sa thèse. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc j'attends vos questions. Donc, il y a des greffes de ce qu'on appelle les précurseurs d'oligodendrocytes qu'on peut obtenir à partir des cellules pluripotentes. Donc ça, c'était le prix Nobel il y a quelques années. On réussit à partir de fibroblastes, donc de cellules de la peau, à obtenir des cellules pluripotentes et à les différencier en OPC. Donc ces OPC humains ont pu être greffés chez la souris et ça a donné une nouvelle myéline. Le problème avec cette greffe, si on voulait l'imaginer chez les patients, c'est que malheureusement, on ne sait pas où les lésions vont apparaître. Petit 1, on ne sait pas où les lésions vont apparaître, donc il y a plusieurs lésions, donc greffer à plusieurs endroits, c'est très difficile. Et petit 2, ce qu'il faut savoir, c'est que tant le contexte inflammatoire est là, et ce n'est pas un contexte inflammatoire favorable à la différenciation de ces OPC en oligodendrocytes myélinisants, ça peut être perturbé, parce que de toute façon, les attaques inflammatoires vont de nouveau détruire les nouveaux OPC et les nouveaux oligodendrocytes myélinisants qui pourraient être produits. Donc il y a encore ce challenge-là, c'est
à la fois d'avoir des oligodendrocytes myélinisants, mais avoir un contexte inflammatoire qui est favorable en fait, à leur différenciation en myéline nouvelle. Alors, est-ce qu'on est tous égaux? Non, malheureusement. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est ce qu'on observe chez les patients. Déjà, c'est ce qu'on avait vu il y a quelques années, mais qui a été confirmé par l'étude en PET-IRM. Donc, on est très différents. C'est-à-dire qu'il y a une démyélinisation pour tout le monde, mais la capacité d'organiser la réparation n'est pas la même. Deuxièmement, il y a un contexte immunitaire. Ce qui est clair, c'est que les patients qui remyélinisent, et c'est ce qu'on a montré dans notre étude, et ceux qui ne remyélinisent pas n'ont pas le même type de cellules immunitaires et ne produisent pas les mêmes molécules. Donc ça, c'est une voie qu'on essaie d'étudier, c'est-à-dire qu'est-ce que sécrètent les cellules immunitaires qui organisent la remyélinisation versus celles qui ne l'organisent pas. Et dans un troisième point, il y a quelques traitements qui sont testés aujourd'hui, notamment la clémastine, qui favoriserait, mais qui est en essai clinique, qui favoriserait la remyélinisation, mais les essais sont faits, je crois, sur la vision et le nerf optique. Donc, quelques molécules sont maintenant en essai clinique pour essayer de favoriser cette remyélinisation. Donc, maintenant qu'on sait que les gènes qui vont activer le réseau sont différents entre les patients et les contrôles, ce qu'il faut, c'est utiliser des outils moléculaires pour valider cette information. Donc, soit jouer sur SOX1 pour l'activer, pour rétablir ce qui se passe chez les donneurs sains, soit inhiber SOX3 pour l'empêcher en fait d'avoir un réseau pro-inflammatoire. Donc nous, dans notre esprit, ce serait de moduler ces deux gènes qui sont les gènes meneurs et réussir à faire un levier vers la forme régénératrice grâce à ces gènes contrôle qu'on a identifiés. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être présent parmi vous pour vous présenter ce qu'on fait au sein de notre équipe au sujet de l'imagerie en TEP-IRM et notamment de la capacité que peut avoir l'imagerie en TEP-IRM pour comprendre des mécanismes clés de la physiopathologie d'une maladie très importante qui est la sclérose en plaques, une maladie très fréquente qui touche des sujets jeunes et qui est invalidante. Donc, je suis Bruno Stankov, je suis co-responsable d'une équipe qui s'appelle la réparation dans la sclérose en plaques de la biologie à la translation clinique, équipe au sein de laquelle nous essayons de mettre en place de la biologie, c'est-à-dire des idées à l'application chez les patients, de stratégies de régénération chez les patients qui sont atteints de cette maladie. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. La sclérose en plaques est une maladie caractérisée par la survenue dans le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, de lésions de démyélinisation qu'on appelle des plaques, d'où son nom. Et globalement, cette maladie est diagnostiquée en imagerie et c'est devenu une révolution aujourd'hui en pratique clinique. Nous utilisons l'IRM tous les jours pour diagnostiquer cette maladie. Et notamment, le critère pour diagnostiquer cette maladie, c'est de visualiser ces plaques, ces lésions démyélinisées. Et je vous montre un exemple ici. Il s'agit d'une jeune femme de 44 ans qui, depuis 11 ans, a un diagnostic de sclérose en plaques. Et le diagnostic a été posé sur la visualisation de ces images que vous voyez ici, qui apparaissent un peu plus en blanc au niveau c'est une coupe du cerveau, un peu plus en blanc dans ce qu'on appelle la matière blanche, ici sur le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, ou sur la moelle épinière. Et ces lésions sont des plaques, et c'est comme ça qu'on affirme par la multiplicité de ces lésions que la patiente a une sclérose en plaques. C'est comme ça qu'elle a pu être diagnostiquée. Voici un deuxième exemple, un homme de 47 ans, et vous reconnaissez le même type de lésions, tout petit peu différentes. La séquence est un peu différente, mais on voit là, elles sont encore plus contrastées, elles apparaissent en blanc, et on les voit dans la moelle épinière et dans le cerveau. Et ce patient, il a une forme dite progressive depuis 5 ans, un peu moins longtemps. Alors pourquoi je vous montre ça? Ce n'est pas simplement pour illustrer comment on fait le diagnostic de cette maladie, mais c'est pour vous faire comprendre aussi les limites de ce qu'on utilise en pratique clinique aujourd'hui. Puisque quand vous voyez cette patiente qui a 11 ans de maladie, donc un peu plus de temps, et quand vous voyez le nombre des lésions, c'est assez facile à voir, a l'air beaucoup plus nombreux que sur le deuxième cas, mais quand on regarde la situation respective sur le plan clinique de chacun de ces patients, eh bien on voit que cette
femme a un EDSS, c'est-à-dire un score de handicap qui est à 1, c'est-à-dire qu'elle n'a quasiment aucune gêne fonctionnelle. Malgré toutes ces lésions, elle vit tout à fait normalement et peut marcher tout à fait normalement. À l'inverse, ce patient, qui est une forme progressive, lui a un EDSS qu'on appelle 6-5, c'est-à-dire qu'il a de grandes difficultés à se déplacer. Il a besoin d'une aide bilatérale pour marcher quelques pas et il ne peut pas faire plus de 50 ou 100 mètres. Donc, on voit que le patient à droite a moins de lésions que la patiente à gauche, mais il est plus gêné. Ce qui veut dire que cet outil qui est formidable pour le diagnostic de nos patients manque un certain nombre d'informations sur les mécanismes qui peuvent concourir à l'apparition, à l'évolution des lésions. Et en fait, cette IRM qu'on utilise en clinique ne permet pas d'évaluer un certain nombre de mécanismes impliqués dans la maladie, ce qui a conduit à cette notion qu'on appelle un paradoxe clinico-radiologique, une sorte de discordance entre le nombre et le volume des lésions et l'état clinique de nos patients. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Que nous apprend la science et en particulier la pathologie, c'est-à-dire l'examen post-mortem des patients? Eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que les lésions de nos patients sont dissemblables, elles sont très hétérogènes. En particulier, certaines lésions ont des capacités à se remyéliniser, à se réparer spontanément. Et c'est ce qui a été illustré par ce travail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que ces capacités de réparation, elles existent, mais elles sont minoritaires et elles ne sont réellement efficaces que chez une petite minorité de patients, 20% tout au plus. Un deuxième mécanisme très important, c'est qu'au sein de ces lésions, certaines lésions vont être ce qu'on appelle chroniques actives, c'est-à-dire qu'au-delà de leur apparition et de leur réparation, elles vont se maintenir avec une inflammation et une démyélinisation bas bruit pendant des années. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, tout simplement parce que l'IRM qu'on utilise aujourd'hui ne permet pas de faire la différence entre une lésion qui se répare, qu'on voit en bleu ici, ou une lésion qui ne s'est jamais réparée, ou encore entre une lésion qui est totalement inactive et une lésion qui maintient une forte activité. Toutes ces lésions apparaissent sous la même signature, des taches blanches sur l'IRM. Donc, il nous faudrait améliorer nos capacités d'investigation pour mieux évaluer ces mécanismes et comprendre ce qui se passe chez les patients. Et c'est pour ça qu'il y a environ 15 ans, nous avons ouvert, on va dire, une voie de recherche qui utilise l'IRM, mais qui la combine à une autre technique d'imagerie, qui est une technique d'imagerie dite moléculaire, la tomographie à émission de positons, d'où la combinaison TEP-IRM de grand intérêt aujourd'hui. Quel est le principe de cette tomographie à émission de positons? Eh bien, c'est de faire une imagerie spécifique à l'échelle moléculaire. On utilise ce qu'on appelle un radiotraceur, qui est une molécule qui est légèrement radioactive et qui va avoir une cible biologique extrêmement précise au sein du système nerveux. Et par cette radioactivité, on peut faire une cartographie des mécanismes biologiques sous-jacents à la maladie. Alors, nous avions débuté, il y a maintenant quelques années, par la recherche d'un radiotraceur qui pourrait être utilisé en tomographie à émission de positons et qui se fixerait sur la myéline pour justement permettre de différencier les lésions démyélinisées, les lésions remyélinisées et pouvoir avoir une vision de ce processus biologique. Alors, nous avions identifié, il y a maintenant plus de 10 ans, une première molécule qui est un dérivé chimique qu'on appelle un dérivé des molécules stilbène et qui montrait une très forte fixation sur les régions myélinisées. Vous avez ici une image en fluorescence sur un cerveau d'animal, d'un rongeur. Donc, c'était la première observation qu'une molécule pouvait être repositionnée à partir d'autres applications potentielles et qu'elle pouvait être utilisée pour faire de l'imagerie de la myéline. Par la suite, nous avons identifié plusieurs molécules au sein de diverses familles, notamment une molécule qui s'appelle le PIB, qui présentait un grand avantage, c'est d'être applicable en imagerie chez les patients directement. Et donc, nous avions validé l'application de ce PIB comme marqueur de la myéline chez à la fois les rongeurs, mais aussi dans le cerveau de patients atteints de sclérose en plaques. Alors, c'est intéressant parce que ce PIB, il était disponible parce qu'il avait été développé en fait pour d'autres applications, notamment pour la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Et nous, on s'est aperçu que chez un sujet qui n'avait pas la maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas de la majorité des patients qui ont la sclérose en plaques, il pouvait être utilisé comme un marqueur de la myéline. Et puis, plus récemment, nous avons démontré que des marqueurs beaucoup plus récents et qui pourraient être utilisables à plus large échelle parce qu'ils sont fluorés, c'est-à-dire qu'on peut les administrer à distance de leur production, ont aussi une affinité pour la myéline. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous avons donc mis à disposition toute une stratégie qui permet de quantifier la myéline in vivo à partir de cette technique d'imagerie.
Alors là non plus, je ne rentre pas dans les détails. Tout ceci a demandé un certain temps puisqu'il a fallu mettre en place l'application chez les patients de cette stratégie qui avait été imaginée chez les modèles animaux au départ. Il a fallu développer des stratégies pour mesurer le signal au sein du cerveau. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était possible de faire des cartographies à l'échelle individuelle chez chaque patient et dans chaque lésion de chaque patient de la quantité de démyélinisation et de remyélinisation au cours du temps. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration de ce travail. Vous voyez en rouge les régions qui sont démyélinisées au cours du temps dans les lésions. Les lésions apparaissent en blanche, les plaques sont en blanc. Et en bleu, vous voyez les régions qui se sont réparées au cours du temps. Et ce que l'on voit, c'est qu'il existe bien une très forte hétérogénéité d'un sujet à l'autre. On voit que le sujet de gauche a beaucoup de rouge, il démyélinise beaucoup, mais il se répare peu. À l'inverse, le sujet tout à fait à droite, vous le voyez, était notre championne, c'est-à-dire qu'elle se démyélinise. On voit aussi du rouge dans ses lésions, mais elle avait de fortes capacités de remyélinisation. Donc, on voit bien qu'il existe une possibilité de mesurer à l'échelle individuelle le profil de réparation spontanée des lésions. Alors, nous sommes allés un peu plus loin et nous avons pu classer les patients comme soit des entre guillemets mauvais remyélinisateurs, des patients qui n'ont pas de bonne capacité à se réparer, et ils apparaissaient en rouge ici, et puis des patients qui avaient de meilleures capacités de remyélinisation, on les a représentés en bleu, et ils pourraient représenter des bons remyélinisateurs. Et on voit qu'ils représentent en particulier une minorité sur la droite avec des vraiment bonnes capacités de réparation. Puis nous sommes allés un peu plus loin, nous avons suivi ces patients et puis démontré que c'était bien cette capacité individuelle de réparation des lésions qui déterminait le score de handicap des patients, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce score EDSS. On a bien une corrélation très très proche. Plus on remyélinise, moins le handicap a évolué. Donc on est là sur un mécanisme clé qu'on peut identifier grâce à cette combinaison dorénavant de TEP-IRM. Alors, quelles sont les perspectives et les enjeux ouverts par ces résultats? Tout d'abord, ça nous permet d'envisager de mieux stratifier les patients, de mieux établir leur pronostic en classifiant ceux qui se remyélinisent bien de ceux qui se remyélinisent moins bien, et on a une meilleure visibilité de ce que peut devenir la maladie. Ensuite, cette hétérogénéité des capacités nous ouvre la perspective de comprendre pourquoi certains patients ont une remyélinisation efficace. Et à ce moment-là, d'identifier les mécanismes à l'origine de cette remyélinisation et de les transposer aux patients qui n'arrivent pas à réparer leur myéline et du coup d'envisager de nouveaux traitements. Et puis, ça nous permet aussi, mais c'est la même chose, de comprendre pourquoi certains patients, à l'inverse, échouent à remyéliniser, de comprendre quels sont les signaux qui inhibent cette remyélinisation. J'y reviendrai rapidement. Ensuite, une perspective évidemment importante, c'est d'appliquer ça à un plus grand nombre. Nous, on travaille dans un groupe de recherche sur des populations limitées sélectionnées dans des protocoles de recherche. Mais bien sûr, l'une de nos perspectives, c'est de proposer à la communauté médicale des indices d'imagerie qui permettraient d'évaluer ces profils de remyélinisation à l'échelle individuelle, mais de façon beaucoup plus large et disponible. Et puis enfin, ça ouvre la perspective de mesurer un effet d'un traitement donné, un traitement candidat à la remyélinisation, de mesurer son effet dans des essais thérapeutiques. Donc, de vastes perspectives pour mieux prendre en charge nos patients. Je vais illustrer juste très rapidement certaines d'entre elles. Nous avons cherché à établir pourquoi certains patients échouaient à remyéliniser. Et là encore, il s'agit d'une deuxième application de cette méthode, le TEP-IRM. Mais là, nous avons tenté de mesurer à l'échelle individuelle, non pas directement la myéline, mais cette inflammation persistante dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces lésions chroniques actives. Et effectivement, on a pu développer ça en collaboration avec nos collègues du CEA, en appliquant un traceur qui s'appelle le DPA714, qui se fixe sur une molécule qu'on appelle le TSPO, qui est exprimée par certaines cellules responsables de cette neuroinflammation persistante. Et là non plus, je n'entre pas dans les détails, mais nous avons développé le même type d'approche. Nous avons établi des cartographies individuelles d'activation inflammatoire au sein du cerveau et au sein de chaque lésion de chaque patient. Et vous voyez là encore qu'on arrive à des cartographies tout à fait intéressantes et hétérogènes. Vous avez 3 patients qui ont à peu près la même situation clinique, une forme progressive de sclérose en plaques et un niveau de handicap à peu près similaire. Mais on voit qu'à gauche, le patient qui est représenté, vous voyez en jaune l'activation en dehors des lésions et en rouge l'activation dans les lésions, eh bien cette activation inflammatoire est finalement peu marquée. Et puis on voit que quand on va vers la droite, les patients ont de plus en plus d'inflammation dans leur cerveau, que ce soit dans les lésions, et vous voyez toutes ces lésions qui apparaissent en rouge, ou en dehors des lésions. Donc ces cartographies finalement expliquent les trajectoires individuelles de handicap. Quand on a mis en relation ces cartographies d'inflammation
dans le système nerveux, dans leur cerveau, et la rapidité de progression du handicap des patients, on a là aussi observé une corrélation, une relation tout à fait étroite. Et en fait, ce niveau d'inflammation est en rapport avec l'incapacité des lésions à se réparer. Donc, on a une liaison, un lien entre inflammation persistante, absence de remyélinisation et mauvaise évolution de nos patients. En particulier, pour rappeler le gain par rapport à l'IRM, en IRM, on considère qu'une lésion est active sur le plan inflammatoire quand elle est rehaussée par un produit de contraste qu'on injecte au patient. C'est ce que vous voyez ici, rehaussement par une injection de gadolinium. Dans la cohorte de patients que nous avons évalués pour leur inflammation cérébrale, environ 1,8% des lésions étaient actives en IRM. En revanche, quand on a fait le même type de classification à partir de la TEP, donc l'imagerie moléculaire, vous voyez qu'on a pu détecter 37% de ces lésions qui étaient actives et qui n'étaient pas du tout visibles en IRM. D'où une tout à fait nouvelle méthode pour approcher la quantité d'inflammation résiduelle dans le cerveau. Et comme je vous le disais, les patients qui ont une trajectoire de handicap plus sévère ont effectivement plus de lésions chroniques actives en tomographie à émission de positons, plus d'activation générale, et en particulier des lésions qui se réparent moins, qui sont caractérisées par une chute de signal sur certaines séquences en IRM. Alors, nous avons pu, et là c'est plus pour montrer ce qu'on fait actuellement, par ailleurs approcher des mécanismes encore plus précis qui pourraient être responsables du succès ou de l'échec de remyélinisation et de ce lien entre inflammation et remyélinisation. En particulier, ce que nous avons montré, c'est qu'il existait une relation entre la proximité géographique, la distance par rapport aux espaces qui contiennent ce qu'on appelle du liquide céphalorachidien, le liquide qui baigne le cerveau, et la capacité et la présence d'inflammation dans le cerveau. On a pu mettre en évidence que plus on était proche des ventricules cérébraux, que vous voyez ici en noir, et qui contiennent ce liquide céphalorachidien, plus on en est proche, plus il y a une inflammation marquée. Et cette inflammation tend à diminuer quand on s'éloigne dans la substance dite blanche des patients, là où il y a les lésions. Donc, on a un lien entre cette proximité du liquide céphalorachidien et l'inflammation chronique. Et de manière extrêmement parallèle, on a pu mettre un lien entre cette distance par rapport au liquide céphalorachidien et la capacité à remyéliniser les lésions. On voit que plus on est proche de ce liquide céphalorachidien, moins les patients remyélinisent, en tout cas les lésions remyélinisent. Et plus on s'en éloigne, plus les capacités de remyélinisation semblent se restaurer. Il existerait donc, et c'est là où nous allons orienter une partie de nos recherches actuellement, un facteur ou plusieurs facteurs pro-inflammatoires donc qui activeraient l'inflammation dans ce liquide céphalorachidien et qui seraient en même temps responsables d'un échec de la réparation. Nous avons un certain nombre de candidats, mais ils ne sont pas définitivement prouvés à ce jour. C'est l'un de nos objectifs à venir. Et dans ce contexte, nous allons même explorer de manière encore plus large les biomarqueurs biologiques qui pourraient être associés à cette inflammation persistante ou à la capacité ou l'échec de remyélinisation à l'aide d'un projet de consortium à la fois au sein de l'ICM avec le docteur Violeta Zujovic qui va s'occuper de marqueurs inflammatoires sur les cellules circulantes dans le sang et puis le professeur Laplot au CHU de Nantes. Nous allons tenter d'identifier quelles sont les cellules et les sous-populations cellulaires responsables de cette inflammation persistante et de l'échec de remyélinisation. Ce qui nous permettrait à terme d'avoir à la fois un marqueur biologique accessible pour prédire et mesurer ces processus, mais aussi d'ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Enfin, dernière perspective qui nous paraît là aussi très importante, développer ce type de marqueur, mais applicable à la population plus large de patients atteints de sclérose en plaques, donc le mettre à disposition pour la communauté médicale. Et là, je ne rentrerai pas dans le détail, cette illustration est totalement complexe, évidemment, mais l'idée générale, c'est qu'on a développé des biomarqueurs en imagerie, en TEP, en imagerie moléculaire. Eh bien, nous souhaitons utiliser des processus, des procédés d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond pour arriver à reproduire ces marqueurs de remyélinisation ou d'inflammation persistante, mais avec des techniques d'IRM accessibles à tous. En combinant certaines de ces techniques d'IRM et en appliquant, en collaboration avec l'équipe Aramis et Olivier Colliot à l'ICM et Nicolas Ayache à l'INRIA, nous allons développer des algorithmes issus d'apprentissage profond qui permettront de reproduire ce qu'on fait aujourd'hui en tomographie et émission de positons, mais à l'aide simplement d'imagerie IRM que tout le monde pourra utiliser. C'est évidemment un projet, une perspective, mais cette perspective est en cours et nous avons des résultats tout à fait prometteurs dans ce champ. Et puis, pour finir, évidemment,
développer des essais thérapeutiques de remyélinisation. C'est notre objectif final pour permettre aux patients d'aller mieux en se réparant mieux. Et là, nous sommes là aussi satisfaits d'avoir pu intégrer les mesures qu'on a développées ces dernières années dans un essai thérapeutique que nous allons piloter, qui est un PHRC qui a été financé en 2020, où nous allons tester une molécule qu'on a identifiée au laboratoire pour ses capacités de remyélinisation. Et l'évaluation de cette molécule sur les capacités de remyélinisation sera effectivement réalisée avec des combinaisons de TEP-IRM sur le site de l'ICM. Voilà, ce projet s'appelle MODIF-MS et nous espérons, après quelques, on va dire, procédures réglementaires, que cet essai thérapeutique, au plus tard, commencerait à l'automne prochain. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je remercie toute l'équipe qui travaille avec nous. Nous avons un certain nombre de collaborations, comme vous avez pu l'entendre, que j'ai mentionné tant bien au mieux pendant cet exposé. Et puis, vous avez ici les principaux acteurs du travail d'imagerie dont je vous ai parlé: Benedetta Bodini, Émilie Poirion, Matteo Tonietto, Céline Loapre et plusieurs étudiants qui sont actuellement en cours de thèse pour travailler sur ces objectifs. Je vous remercie de votre attention. Évidemment, dans ce contexte de pandémie, nous devons nous poser la question de vacciner les patients contre la Covid. À ce jour, nous recommandons de se vacciner, bien évidemment, au minimum comme la population générale. Nous n'avons pas à redouter d'effets secondaires spécifiques liés à la sclérose en plaques. Il existe quelques effets secondaires liés à ces vaccinations, en fonction du type de vaccination, qui sont en général des effets secondaires assez peu spécifiques, des syndromes grippaux, des maux de tête, mais des choses assez faciles à gérer. Mais nous n'avons pas, à ce jour, d'arguments pour penser qu'il y aurait d'effets secondaires spécifiques liés à la maladie. Évidemment, nous manquons de recul. Par ailleurs, un certain nombre de patients atteints de sclérose en plaques sont traités par des traitements qui modulent le système immunitaire à moyen, à long terme, avec un effet plus ou moins important sur le système immunitaire. Et dans ce contexte, il apparaît d'autant plus recommandé de vacciner largement les patients pour éviter que, dans un contexte où les défenses immunitaires seraient légèrement diminuées, la Covid prenne une ampleur plus importante. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, nous recommandons globalement une vaccination large des patients atteints de sclérose en plaques. Alors, quel vaccin choisir chez un patient atteint de sclérose en plaques? Là encore, nous n'avons pas un recul très important, bien sûr. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les vaccins actuellement disponibles, que ce soit des vaccins ARN ou autres, à autres vecteurs, sont possibles chez les patients atteints de sclérose en plaques. La seule contre-indication qui pourrait survenir serait d'administrer un vaccin qu'on appelle un vaccin vivant, vivant atténué ou vivant, à un patient qui prend un traitement immunosuppresseur. Donc, il faut garder ça en tête. C'est le seul qui pourrait être contre-indiqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin vivant dans le cadre de la Covid, donc pas de contre-indication. Alors, des avancées dans le traitement de cette maladie, il y en a eu des récentes. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, c'est une succession d'avancées qui nous permettent de prendre en charge de mieux en mieux cette maladie. Globalement, on dispose de plus en plus de traitements dits de première ligne, c'est-à-dire sur les formes classiques de sclérose en plaques ou débutantes, et puis des traitements plus intensifs dans les formes où la maladie échapperait à un traitement de première ligne ou aurait des critères de sévérité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grande majorité de ces traitements, qui sont très efficaces aujourd'hui, on arrive jusqu'à 80, même plus d'efficacité, ciblent la composante inflammatoire, auto-immune, l'apparition de nouvelles lésions, leur caractère inflammatoire. Donc, on va dire que sur cette composante de la maladie, les progrès ont été absolument majeurs, ont même été, parmi toutes les affections neurologiques, parmi les progrès les plus importants, mais il reste un gap à combler qui est de prévenir la dégénérescence. Et ce qui est un petit peu le corollaire de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire prévenir la dégénérescence, c'est-à-dire lutter contre les mécanismes qui sont responsables de cette dégénérescence et de la progression de la maladie. Et parmi ces mécanismes, en tout cas 2 des mécanismes clés sont ceux dont je vous ai parlé. La réparation des lésions, dont on sait que son absence favorise la dégénérescence, et la persistance d'une inflammation. Et là, aujourd'hui, se développent plusieurs axes nouveaux, thérapeutiques, mais qu'il nous faut encore évaluer. D'une part, sur ce qui est de l'inflammation persistante,
on a une famille de molécules qu'on appelle des inhibiteurs de Bruton tyrosine kinase, qui n'ont pas encore totalement fait la preuve de leur efficacité, mais qui sont très largement étudiés. Il y a au moins 4 grandes études pivots en cours pour tester ces médicaments dans les différentes phases de la maladie, en particulier dans les phases progressives. Et au laboratoire, ici à l'ICM, nous avons même pu montrer que cette famille de molécules était capable, en plus de sa lutte contre le processus inflammatoire, de favoriser la remyélinisation. Donc, ce sont des candidats très importants et d'ici 2 à 3 ans, nous aurons le résultat de ces phases 3, ces études pivots, et ces résultats seront certainement clés pour optimiser la prise en charge de cette composante qui est encore un peu oubliée. Un deuxième axe qui se développe très largement, c'est le champ des études de remyélinisation, ce dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la recherche fondamentale a permis d'identifier à partir de modèles animaux, et les modèles animaux n'est pas toujours transposable à l'homme, bien sûr, mais on a identifié plusieurs dizaines, voire une cinquantaine de candidats thérapeutiques potentiels pour des essais de remyélinisation. Alors c'est très important ça, parce qu'il y a 15 ans, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a peut-être 50 molécules qui pourraient être soit repositionnées, soit nouvelles, et qui pourraient favoriser la remyélinisation. En tout cas, c'est ce qu'elles font dans des modèles expérimentaux. Et il nous faut maintenant les évaluer. Il y a tout un champ des essais thérapeutiques de remyélinisation qui se développe pour sélectionner les candidats les plus intéressants. Et là, la capacité de nos essais cliniques à pouvoir mesurer ces effets de remyélinisation deviendra déterminant parce qu'il y aura beaucoup d'essais à mettre en place et il nous faudra de bonnes méthodes de mesure pour savoir quelle est la molécule d'intérêt ou les molécules d'intérêt au sein de toutes ces familles de molécules. La question de savoir si le nombre de cas et l'incidence de la maladie augmentent avec le temps est une question difficile. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a changé les critères du diagnostic de cette maladie. Cette maladie qui, a 30 ans, était diagnostiquée au bout de longtemps parce qu'on n'avait pas l'IRM, on avait besoin d'une évolution longue avant de pouvoir affirmer qu'il s'agissait d'une sclérose en plaques. Dorénavant, on la diagnostique dès le début, même parfois avant le début, quand on fait des IRM à la population générale. Donc, on a changé les critères et forcément, il y a une inflation du nombre de cas. Néanmoins, même si on exclut ce biais qui est un biais majeur, l'impression est que l'incidence de la maladie tend à augmenter légèrement dans nos pays, qui sont des pays à incidence moyenne, voire élevée, et que notamment le ratio entre les femmes et les hommes augmente aussi. Donc l'épidémiologie de la maladie se modifie, sans qu'on en ait les explications, mais on pense que cette maladie est liée à la conjonction de facteurs endogènes au sujet, une sorte de terrain génétique multigénique, et de facteurs environnementaux. Et probablement ces facteurs environnementaux ayant évolué, l'incidence de la maladie a légèrement évolué aussi. Mais ça reste difficile à analyser. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir présenter les recherches que l'on mène actuellement au CIC sur le domaine de la sclérose en plaques. Je me présente, donc je m'appelle Céline Loipre, je suis maître de conférences et praticien hospitalier à Sorbonne Université et dans le département de neurologie sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je suis responsable médicale du centre d'investigation clinique des neurosciences à l'ICM. Alors avant de vous présenter nos recherches, je trouvais que c'était quand même important de vous présenter la recherche clinique et en particulier le CIC Neurosciences. C'est une plateforme de recherche clinique qui est dédiée aux maladies du système nerveux. Nous sommes localisés au premier étage du bâtiment ICM. Nous avons environ 3000 visites de volontaires patients ou volontaires sains chaque année, environ 500 inclusions de patients chaque année dans les protocoles et actuellement, nous avons 91 études qui sont ouvertes sur l'ensemble des maladies du système nerveux. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler des essais cliniques sur la sclérose en plaques. Et quand on parle en particulier sur les thérapeutiques de la sclérose en plaques au cours des 20 dernières années et en particulier de façon plus marquée au cours des 10 dernières années, il y a eu de nombreux progrès thérapeutiques pour limiter l'activité inflammatoire de la sclérose en plaques. Donc, nous avons actuellement à disposition plus de 10 traitements qui, on va dire, mettent un peu en sourdine le système immunitaire qui est trop actif dans cette maladie. Donc, à visée préventive, ce sont des médicaments qui sont efficaces pour limiter l'apparition du handicap à long terme. En revanche, lorsqu'il y a eu un événement inflammatoire avec une perte de myéline et une perte neuronale, on n'a actuellement aucun médicament qui permet de réparer la gaine de myéline et de protéger les neurones. Donc, je vais vous présenter les différentes stratégies qu'on essaye de mettre en place actuellement
pour justement stimuler ces voies de la réparation et de la remyélinisation. Nous avons actuellement une étude qui s'appelle l'étude OnSTEAM, c'est celle dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui, qui est ciblée sur la réparation de la gaine de myéline. Je vous en donnerai les principes tout à l'heure. Et puis, nous avons également une étude qui vient de débuter et qui a été mise en place par la plateforme NeuroTrials, qui est aussi un des organismes à l'intérieur de l'ICM, qui nous aide à mettre en place des essais à promotion industrielle. Et là, donc, c'est une étude qui débute, qui vient tout juste de débuter sur la neuroprotection, juste après un épisode de neuropathie optique, qui est une des manifestations de la sclérose en plaques. Donc voilà 2 exemples d'essais thérapeutiques, un sur la remyélinisation, un sur la neuroprotection. Vous avez eu d'autres présentations sur les marqueurs d'imagerie dans la sclérose en plaques. Sous l'impulsion de Bruno Stankov et de toute son équipe, il y a de nombreuses études qui ont été menées ces dernières années et qui se poursuivent sur les marqueurs en imagerie en TEP qui nous permettent d'avoir la spécificité du mécanisme que l'on est en train de regarder dans la maladie. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui comporte plusieurs mécanismes physiopathologiques. On a parlé de la perte de myéline, on a parlé de la perte des neurones, mais on a également des cellules inflammatoires de notre système nerveux qui s'appellent la microglie et que l'on est capable de visualiser sur des cartes individuelles de patients. Ici, vous avez des cartographies dans lesquelles on peut visualiser l'activation microgliale en rouge. Plus c'est rouge, plus il y a d'activation microgliale. Et ça, si on n'a pas ce type d'imagerie, on ne peut pas avoir ce détail sur les mécanismes de la pathologie. Donc, non seulement l'équipe a mis en place et a permis de suivre des patients dans différents protocoles avec ces marqueurs d'imagerie, et il y a actuellement un essai thérapeutique avec un médicament qui agit sur les lymphocytes B, sur lequel ces marqueurs d'imagerie vont être suivis pour voir si les traitements peuvent ou non modifier l'activation du système immunitaire au niveau du système nerveux. Parce que les médicaments que l'on a actuellement dans la sclérose en plaques permettent de moduler notre système immunitaire, c'est ce que je vous disais, mais ça, on peut le mesurer en faisant une prise de sang, par exemple, en mesurant le taux de lymphocytes dans la prise de sang. Mais par contre, dans notre système nerveux, on ne sait pas si le système immunitaire du système nerveux lui-même est modulé. Donc, grâce à ces marqueurs en imagerie et au suivi que l'on va avoir des patients après les traitements, avant la mise sous traitement, puis pendant la thérapie, on va pouvoir être capable de regarder si les thérapies sont efficaces sur le compartiment du système nerveux. Nous avons également, dans le domaine de la sclérose en plaques, des suivis de cohorte, donc sans thérapie, les patients qui vont être suivis avec différents marqueurs. Et là, on bénéficie de l'environnement ICM de façon très large avec les différentes plateformes, les équipes de recherche. Et là, je vous présente une des cohortes que nous avons initiée en 2018 avec un travail collaboratif avec l'équipe de Violeta Zujovic. Il s'agit de formes familiales de sclérose en plaques. Donc, ça concerne un petit nombre de patients. Seulement 5% des patients ont un antécédent familial de sclérose en plaques. Mais la question que l'on s'est posée avec cette cohorte, c'est est-ce que les patients qui ont une forme familiale, qui appartiennent à la même, qui ont des déterminants ou des facteurs de risque familiaux en commun, est-ce qu'ils vont avoir une sévérité de la maladie identique ? De notre expérience, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on observe dans notre pratique clinique, mais on a besoin d'aller sur des marqueurs très précis, donc des marqueurs cliniques précis, des marqueurs par exemple de temps de réaction, on a des explorations avec des mouvements oculaires, des marqueurs d'imagerie avancée, on va pouvoir vraiment analyser la structure des tissus du système nerveux, et puis des marqueurs biologiques avancés qui vont permettre de caractériser l'immunité de chacun des patients et donc de voir si au sein d'une même famille, on a des caractéristiques identiques aux différents chez les patients atteints de sclérose en plaques. Et dans cette étude qui a bien avancé, puisque maintenant on a 63 patients qui ont participé, on a 31 fratries complètes, on a déjà des résultats sur le plan immunologique avec notamment le secteur des macrophages qui a été étudié par l'équipe de Violeta, et puis toute la partie clinique et imagerie est en cours d'analyse actuellement.
Et puis, je ne pouvais pas ne pas vous parler tout de même d'un sujet d'actualité qui est l'infection Covid. Bien sûr, le CIC a été très impliqué sur toutes les études qui ont été faites dans le domaine de l'infection Covid. Et la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que les patients qui ont une maladie neurologique comme la sclérose en plaques sont plus à risque par rapport à l'infection Covid. Donc, nous avons mené depuis plus d'un an, un an tout juste, voilà, une étude nationale qui a été dirigée par l'équipe de Strasbourg et moi-même sur le Covid et la sclérose en plaques qui nous a permis d'identifier les facteurs de risque de sévérité de l'infection Covid qui sont en partie communs à ceux de la population générale comme l'âge, le sexe, les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies cardiovasculaires ou le surpoids par exemple, mais de façon plus spécifique à la sclérose en plaques, le handicap neurologique est sorti très clairement comme facteur de sévérité de l'infection Covid. Donc, les patients qui ont été le plus vulnérables à l'infection Covid, c'était les patients qui avaient du handicap neurologique le plus important. Donc, ça, c'était un facteur important. Ça nous permet d'orienter aussi nos conseils vers les patients. Et puis, en cours, nous avons également mis en place une collection biologique pour l'ensemble de ces patients, des patients qui ont une sclérose en plaques, mais également d'autres pathologies neurologiques, qui va nous permettre de suivre l'immunité après l'infection. Comme je vous disais en préambule, un grand nombre de patients reçoivent des traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Est-ce que ça va modifier leur réponse immunitaire suite à l'infection Covid? Donc, on ne sait pas encore, mais en tout cas, l'étude est presque terminée. D'ici une semaine ou deux, on devrait avoir l'ensemble des résultats du premier point de prélèvement qu'on a pu faire chez ces patients. Et puis, nous allons mettre en place également le suivi après la vaccination pour savoir si les traitements, en particulier les traitements immunosuppresseurs, vont modifier la réponse à la vaccination chez ces patients. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans le sujet principal qui est celui de l'étude OnSTEAM. Alors, je vais vous donner déjà un petit peu le rationnel, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place cette étude et comment l'idée est arrivée de mettre en place cette étude. Alors, dans la sclérose en plaques, de façon spontanée, lorsqu'une survient une lésion qui correspond à une perte de myéline, on a une réparation qui peut se faire, mais de façon incomplète. Ici, vous avez une coloration d'un cerveau avec en bleu foncé la myéline et puis en blanc ici une lésion de sclérose en plaques. Avec une perte de myéline. Vous voyez, c'est tout blanc là où normalement ça devrait être bleu. Et puis, on a certaines de ces lésions, je vais essayer de bien mettre ma flèche, certaines de ces lésions qui sont un petit peu en bleu pâle comme ça. Ce sont des lésions partiellement remyélinisées. Donc ça, c'est un phénomène que l'on connaît déjà depuis longtemps. On sait qu'on a une remyélinisation spontanée, mais elle est incomplète dans la maladie. Et pourquoi c'est extrêmement important d'essayer de favoriser la remyélinisation? Parce que la démyélinisation est associée à une fragilité des fibres. Ici, les fibres, les axones qui sont en gris. Lorsqu'on a une remyélinisation complète ou partielle, on a une protection des fibres neuronales, alors que si on n'a pas de remyélinisation, une absence de remyélinisation, on a une perte des axones qui sont démyélinisés. Et ça, c'est associé au handicap neurologique à long terme et un handicap qui est irréversible. Lorsque les fibres sont détruites, on n'a pas de possibilité de récupération au niveau de ces fibres. Donc, on a un intérêt dans cette maladie à favoriser au maximum toutes les stratégies thérapeutiques qui vont booster la remyélinisation. Alors, comment est-ce qu'on peut favoriser la remyélinisation? Déjà en connaissant les mécanismes de la remyélinisation. Et ça, c'est le travail des équipes de recherche qui sont à l'ICM et dont la thématique est de travailler sur la remyélinisation et les mécanismes de la remyélinisation, et également les mécanismes de la myélinisation. Il faut savoir que quand un enfant naît, il a encore un cerveau très peu myélinisé. Et puis, au fur et à mesure des années, la myélinisation va se compléter. Alors, on connaît donc déjà un certain nombre de mécanismes associés à la myélinisation et on connaît aussi un certain nombre de mécanismes qui sont associés à la remyélinisation lorsque la myéline a été perdue suite, par exemple, à une lésion inflammatoire. Alors, dans les mécanismes de la remyélinisation, on a globalement, schématiquement, 4 étapes. Il se trouve que dans cette pathologie, quelque part, on a une source qui est extrêmement précieuse, qui sont les cellules précurseurs des cellules qui fabriquent la myéline. Dans le système nerveux central, la cellule qui fabrique la myéline, c'est l'oligodendrocyte. Et autant des cellules
précurseurs des neurones dans le cerveau, on n'en a pas beaucoup, on en a très peu dans certaines niches, autant des cellules précurseurs d'oligodendrocytes, on en a partout, de façon ubiquitaire. Alors, pas forcément en plein milieu de la plaque, mais en périphérie des plaques, on en a. Et donc, on a un potentiel de remyélinisation qui existe et qui est important. Et les étapes, donc, pour favoriser la remyélinisation, ça va être d'abord, à partir de la cellule précurseur d'oligodendrocytes, il va falloir l'activer, quelque part l'allumer, lui apporter un signal. Il va y avoir besoin de passer en phase de remyélinisation. Ensuite, le recrutement, qui va impliquer un guidage de ces cellules précurseurs d'oligodendrocytes vers le site de la démyélinisation. Ensuite, cette cellule va devoir maturer. En tant que précurseur, elle n'est pas capable de fabriquer de la myéline. Donc, elle va devoir maturer et changer d'expression pour devenir un oligodendrocyte. Et ensuite, elle va devoir fabriquer de la myéline. Donc, il va y avoir une étape de myélinisation. Et actuellement, les molécules et les différentes stratégies thérapeutiques qui existent et qui sont en test, en essai clinique, sont les étapes qui sont au moment de la maturation entre le cellule précurseur d'oligodendrocytes et oligodendrocytes matures. Là, on a un certain nombre de cibles pharmaceutiques, pharmacologiques que l'on peut activer ou inhiber selon les cibles pour favoriser le passage de cellules précurseurs d'oligodendrocytes à oligodendrocytes matures. Alors nous, ce qu'on a pu mettre en évidence il y a déjà quelques années au sein de l'équipe dirigée par Catherine Lubetsky et Bruno Stankov, c'est que l'activité au niveau des neurones, l'activité électrique, c'est un câble électrique, un neurone, est nécessaire pour permettre non seulement la myélinisation au cours du développement, mais la remyélinisation également après une lésion. Ça a été montré grâce à des modèles expérimentaux. Lorsque, par exemple, on met dans un modèle expérimental une toxine qui bloque l'activité électrique, on n'a pas de remyélinisation. Si, au contraire, on met un composé qui induit une activité électrique importante, on va avoir une remyélinisation qui va se faire. Et puis, d'autres équipes ont également travaillé sur ce sujet avec des systèmes, on va dire, divers qui permettent de sélectivement activer des neurones, certains neurones. Comme ça, on est sûr que c'est bien parce qu'on a mis cette activité électrique que la remyélinisation a lieu. Ça, ce sont tous les travaux qui ont été publiés déjà il y a quelques années de l'équipe de Michel Manji, par exemple. Donc, en résumé, l'activité électrique au niveau des neurones, elle est importante et elle est même nécessaire pour favoriser la remyélinisation. Donc, la question que l'on s'est posée il y a quelques années, c'est est-ce que l'on peut, chez un patient qui a eu une démyélinisation, est-ce qu'on peut favoriser l'activité électrique pour ensuite favoriser la remyélinisation? Et cette hypothèse, elle a été émise par un groupe d'étudiants qui a travaillé lors d'une réunion de l'ECTRIMS, d'une école d'été de l'ECTRIMS qui était centrée sur la remyélinisation. Et les étudiants s'étaient dit, dans un des systèmes, comment est-ce qu'on peut suivre la remyélinisation? Parce que c'est compliqué, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir forcément voir si facilement, même si on a des marqueurs en imagerie, comme je vous le disais, qui sont aussi dirigés sur la remyélinisation. On a besoin d'un marqueur vraiment fiable pour suivre la remyélinisation chez un patient. Et il se trouve que chez 20% des patients, un des sites de démyélinisation, de lésion, c'est le nerf optique. Le nerf optique, en fait, il ne fait pas partie de l'œil en soi, il fait partie du système nerveux. Et donc, au niveau, juste derrière l'œil ici, on a le nerf optique qui peut être le siège d'une lésion de sclérose en plaques qui va aboutir à une démyélinisation. Et grâce à un dispositif, on s'est proposé de stimuler l'activité des neurones au niveau du nerf optique et d'évaluer si cela permet ou non une meilleure remyélinisation. Et c'est de là qu'est né l'essai clinique OnStim dont je suis en train de vous parler. Alors, en pratique, comment après un certain nombre d'étapes, comment est-ce qu'on en est arrivé donc à proposer cet essai thérapeutique aux patients? Donc, il va s'agir de patients qui viennent de faire un épisode de névrite optique, c'est-à-dire l'inflammation du nerf optique, et qui n'ont pas très bien récupéré après un traitement standard. Le traitement standard, ce sont des corticoïdes qui permettent de limiter la réaction inflammatoire. Mais comme je vous disais, aucun traitement à l'heure actuelle ne favorise la réparation. Ce n'est pas parce qu'on enlève l'inflammation immédiatement qu'on va forcément stimuler la réparation. Et donc, un patient qui a présenté un épisode de névrite optique récemment, dans les moins de 3 mois, mais qui n'a pas bien récupéré, on va lui proposer, s'il le souhaite, de participer à cet essai.
Et on va, pour pouvoir montrer si la thérapie est efficace ou non, on doit pouvoir comparer entre pas de thérapie et la thérapie avec l'activité, avec la stimulation électrique. Et donc, on va faire d'abord ce qu'on appelle une randomisation au début de l'essai. Et le patient ne sait pas dans quel groupe il est, hein, c'est une sorte de tirage au sort. Et ni les ophtalmologues qui vont évaluer l'acuité visuelle et la récupération visuelle chez les patients ne sont pas non plus au courant du groupe dans lequel le patient est suivi. Donc, on va avoir 15 patients qui vont être dans le groupe des patients qui vont avoir une stimulation électrique et 15 patients qui sont dans le groupe des patients qui ont une fausse stimulation, une stimulation simulée. On fait tout comme dans le groupe des patients qui ont la stimulation, mais sans déclencher le stimulateur. Et puis, il y a 10 jours de stimulation sur 2 semaines. Et ensuite, on va suivre l'activité et la récupération à 3 mois, 6 mois et 12 mois. Alors actuellement, donc, l'essai clinique a déjà débuté il y a l'année dernière. Il y a 17 patients qui ont déjà participé à l'étude, mais seulement 10 ont pu être randomisés, donc participer à l'un des deux groupes pour diverses raisons. D'une part, l'arrivée de la pandémie Covid a malheureusement empêché certains patients qui étaient déjà entrés dans l'étude de poursuivre la thérapie. Et puis, on a des patients qui ne remplissaient pas l'ensemble des critères d'inclusion et qui n'ont pas pu, du coup, poursuivre l'étude. Et on a également des sujets sains. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans cette étude, on a vraiment besoin d'avoir des marqueurs de la remyélisation, de la récupération. Et on a utilisé des marqueurs qui, pour le moment, ne sont utilisés nulle part ailleurs dans ce domaine-là, en tout cas avec ce type d'essai, qui sont des marqueurs en magnétoencéphalographie. Donc, on va en reparler et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir des données de référence chez des sujets sains. Alors, voilà le type de stimulateur qu'on utilise dans cet essai. C'est assez simple, en fait. Ce sont des lunettes dans lesquelles il y a des électrodes en mousse que l'on applique, en fait, sur le visage. Juste sur l'os, en fait, les 4 électrodes sont sur l'os et on va stimuler uniquement l'œil qui est atteint. Ça dure environ 30 minutes, la séance de stimulation. Et on peut ou pas ressentir des petits chatouillis, on va dire, ou des stimulations lumineuses. On a d'abord une phase de calibration pour adapter le seuil de stimulation. C'est tout à fait indolore. On l'a testé nous-mêmes. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très contraignant. La contrainte, c'est de venir sur les séances de stimulation à l'hôpital au CIC pour pouvoir faire ce suivi. Alors, comme je vous le disais, un des grands enjeux des essais thérapeutiques sur la remyélinisation, c'est de savoir comment on va pouvoir mesurer la remyélinisation. Ça, c'est une vraie question et un vrai travail de fond. Avant même de pouvoir envisager des thérapies, il faut qu'on puisse suivre pour savoir si c'est efficace ou pas. Alors, sur le nerf optique, comme je vous le disais, c'est un système qui est relativement accessible parce qu'on est capable, en faisant une stimulation visuelle et en posant une électrode juste à l'arrière, là, au niveau des voies visuelles. Il faut savoir que la partie de notre cerveau qui traite les signaux visuels, elle est tout en arrière. Et donc, lorsqu'on fait une stimulation visuelle, par exemple en mettant des damiers qui vont flasher sur un écran, on va avoir une activation qu'on est tout à fait capable de mesurer en posant une électrode toute simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'électrophysiologie. Et ce type d'examen, ça s'appelle des potentiels évoqués visuels. C'est utilisé de façon courante dans le suivi des patients ou pour le diagnostic, par exemple, de certaines neuropathies optiques. Et donc, naturellement, on va dire, les essais thérapeutiques qui se focalisent sur la névrite optique utilisent l'onde qui est générée par ces stimulations visuelles, qu'on appelle l'onde P100 pour positif 100. Quand notre électrode qu'on va avoir posée juste en arrière va enregistrer de façon répétée, on va dire, une onde à 100 millisecondes après la stimulation. Donc ça s'appelle des potentiels évoqués visuels. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on a besoin de développer d'autres marqueurs? Parce que parfois, les potentiels évoqués visuels ne sont pas enregistrables parce que la névrite optique peut être très sévère, par exemple. C'est le cas déjà de 2 de nos patients dans l'étude, donc on n'a pas pu inclure justement pour cette raison-là. Et dans d'autres essais qui ont testé la remyélinisation, par exemple un essai qui s'appelle l'essai REBIL qui avait été publié en 2017, il y a 6% des patients qui n'avaient pas d'enregistrement des potentiels évoqués visuels interprétables. Donc c'est quand même une limitation. Et l'autre limitation, c'est que c'est variable. C'est une mesure qui peut dépendre un petit peu de où on place l'électrode, de la conduction du signal électrique à travers les tissus, etc. Et donc, comme je vous disais, le temps d'apparition de l'onde P100, c'est environ à 100 millisecondes, mais chez les patients qui ont une variabilité
qui ont une névrite optique, on observe une variabilité de 5 millisecondes entre deux mesures faites immédiatement l'une après l'autre. Ça, c'est un vrai souci parce que la récupération, quand on a une névrite optique, l'onde P100, elle n'arrive pas à 100 millisecondes, mais à 120 ou 130 millisecondes. Et quand on récupère de quelques millisecondes. Donc, si notre mesure, elle est variable de quelques millisecondes, on ne va rien voir en fait sur la récupération des patients. Donc, on a vraiment besoin de marqueurs reproductibles, fiables et qui vont nous permettre d'avoir une précision sur notre mesure. Et c'est là qu'intervient la magnétoencéphalographie, qui est réalisé dans le cadre de cette étude au moins un là, au CENIR avec le centre de neuroimagerie et toute l'équipe de la MEG. Et alors, pourquoi c'est intéressant, la MEG? Alors déjà, la MEG permet d'enregistrer l'activité cérébrale, un peu comme en électrophysiologie, mais à partir des champs magnétiques. Et à la différence des potentiels évoqués visuels où on avait un capteur, une électrode, là, on va avoir 300 capteurs dans la MEG qui vont nous permettre d'enregistrer cette activité électrique. Donc, on va pouvoir de façon extrêmement précise aller regarder l'activité dans certaines régions cérébrales. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est le travail de thèse d'Isoline Baigneux, qui est neurologue dans l'équipe et qui travaille sur l'ensemble du traitement des données en MEG des patients de cette étude. Et elle a pu reproduire en fait ce qu'on fait dans l'examen des potentiels évoqués visuels, mais dans la MEG. On a plusieurs étapes dans cette acquisition, mais on a une des étapes qui est strictement identique à ce qu'on fait en clinique avec des DAMI alternants. Et on va, comme vous le voyez ici, en fait, avoir une réponse au niveau des aires visuelles chez les patients et chez les sujets sains qu'on va mesurer dans l'aire. On peut la mesurer dans différentes régions, mais là, par exemple, on l'a mesurée dans l'aire visuelle primaire qui s'appelle l'aire V1. On va aller identifier les différentes étapes de la réponse à la stimulation visuelle. Mais voilà, comme vous voyez, à la différence de l'électrophysiologie, où on a un seul capteur, là, on va avoir beaucoup de capteurs dans l'espace qui vont avoir nous permettre d'avoir une analyse extrêmement fine de la réponse à une stimulation visuelle. Et qu'est-ce qu'on observe chez un patient qui a présenté une névrite optique? Là, vous avez la réponse visuelle avec différentes tailles de damier sur l'œil sain, quand on stimule l'œil sain. Qui montre voilà, une réponse avec l'onde, alors on ne l'appelle pas l'onde P100, mais on l'appelle l'onde magnétique 100 millisecondes. On a une réponse qui est entre 80 et 100 millisecondes. Et lorsqu'on regarde l'œil pathologique, on a une réponse qui est décalée de 40 millisecondes chez ce patient. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu l'ensemble des recherches que l'on peut faire dans le domaine de la sclérose en plaques, avec des recherches à visée thérapeutique, alors des recherches pharmacologiques avec des médicaments, mais aussi avec des dispositifs médicaux comme c'est le cas dans l'étude OnSTEAM, et en parallèle l'interaction avec l'ensemble des plateformes du bâtiment ICM et de l'Institut, parce qu'on a besoin non seulement d'avoir des marqueurs précis et de savoir si les thérapies vont agir sur ces différents marqueurs et permettre aux patients de mieux récupérer. Voilà, et donc je tenais à remercier bien entendu l'ensemble des équipes qui participent à toutes ces recherches, l'équipe du CIC, l'équipe des différentes plateformes, la plateforme du CENIR, la plateforme MEG avec laquelle on interagit, Nathalie Georges et toute son équipe, et puis toutes les équipes aussi des étages avec lesquels on interagit, les patients qui participent et qui vraiment donne du temps. C'est vraiment important. Le temps c'est une contrainte de participer à un essai clinique. Il faut venir, on fait plein d'examens, il faut faire des analyses visuelles, etc. C'est quand même, ça prend du temps, mais derrière, voilà, on aura des réponses et espérons-le, on pourra améliorer aussi le pronostic visuel des patients, de l'ensemble de la communauté. Et puis, les soutiens financiers, c'est extrêmement important pour réaliser ces études. Il y a un financement qui est important. Donc, cette étude spécifiquement, l'étude OnSTEAM, elle est financée par la Fondation ARCEP, par Neuratrice, qui est un des programmes d'investissement à venir de l'ANR, avec le soutien, bien sûr, de l'ICM et de nos plateformes, et l'interaction avec les équipes d'ophtalmologie, en particulier de l'hôpital des 15-20, avec qui nous faisons cette étude, et le service d'ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière également. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Alors, quand on souhaite participer à un essai clinique, que ce soit dans le domaine de la sclérose en plaques ou même comme
volontaire sain, comme sujet sain, il est important de passer par son médecin référent, parce que on a plusieurs essais cliniques en cours, on a des études de cohorte, mais pour pouvoir répondre à la question posée par ces essais, il faut que les patients qui participent à l'essai répondent à certaines caractéristiques. Par exemple, si on souhaite étudier des formes progressives de sclérose en plaques, il faut avoir une forme progressive, ça c'est évident. Si on veut étudier la remyélinisation du nerf optique, ben voilà, il faut être dans la condition qui nous permettra de répondre à la question. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui sont définis, qui peuvent être des critères d'âge, des critères de forme de maladie, des critères de traitement aussi, quel type de traitement on a déjà eu ou quel type de traitement on a en cours. Et donc, pour s'y retrouver dans tout cet ensemble, il est vraiment important que votre neurologue, le neurologue qui vous suit d'habitude, puisse recueillir l'ensemble de ces caractéristiques et ensuite nous contacter pour nous dire, voilà, j'ai un patient qui participe, qui souhaite participer à un essai clinique, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une des études que vous avez en cours qui lui permet de participer? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un accès direct parce que sinon, on aurait déjà ce travail de fourmi à faire, de bien récupérer toutes ces données-là, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, il se trouve qu'au Centre d'investigation clinique, nous hébergeons le réseau national de recherche clinique sur la sclérose en plaques, qui est vraiment l'organisme qui s'appelle FCRIN4MS, qui est l'organisme qui permet de faire l'ensemble des études et de nous aider, de nous accompagner dans les études. Et un des outils qui a été mis en place au sein du réseau FCRIN4MS, c'est un moteur de recherche qui est à disposition des neurologues et des médecins de façon générale pour aller justement chercher les différents essais en cours dans les différents centres, que ce soit sur l'Institut du cerveau à Paris, mais aussi dans d'autres centres, à Lille, à Lyon, etc. Et finalement, quand on rentre quelques données sur les patients, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des études qui se font soit au niveau national, soit dans un centre donné. Donc, ça peut être un outil également. Mais le message à retenir, c'est qu'il faut passer par votre médecin qui va ensuite nous contacter et nous communiquons régulièrement auprès de l'ensemble des neurologues de la région et de façon plus large aussi en national sur les différents essais en cours. Pour les sujets sains, c'est un petit peu différent. Vous pouvez nous contacter directement si vous n'avez vraiment donc pas de pathologie et pas pour nous dire voilà j'ai un souci et je voudrais qu'on étudie ça parce que ça c'est pas possible. Mais donc les sujets sains, alors ça peut être des sujets les conjoints par exemple des patients qui souvent se proposent. Et puis si vous n'avez en général pas de traitement ou certains traitements sont possibles, mais de façon générale chez les patients qui veulent se proposer comme volontaires sains dans les études, parce qu'on en a besoin vraiment pour avoir des données de référence sur les différents marqueurs. Par exemple, en biologie ou en imagerie, on a vraiment besoin aussi de participants de tous âges. Il n'y a pas de limite parce qu'on a aussi beaucoup d'essais sur les maladies neurodégénératives, des sujets un peu plus âgés que dans la sclérose en plaques. Donc là, il faut nous contacter directement via l'ICM. Vous trouverez les coordonnées pour nous contacter directement. Alors, effectivement, dans la sclérose en plaques, on a plusieurs raisons d'avoir des symptômes et du handicap neurologique, soit parce qu'on a fait une poussée qui va laisser des symptômes, par exemple. Donc, la poussée, c'est un symptôme neurologique qui va apparaître en quelques jours ou quelques semaines et qui va durer quelques semaines, parfois quelques mois. Et on peut ne pas récupérer totalement. Donc, typiquement, par exemple, après une névrite optique, on va dire 60% des patients vont récupérer une très bonne acuité visuelle, mais on a un certain nombre de patients qui vont garder des difficultés variables. Parfois, ça peut être une gêne à l'éblouissement, au contraste, ou des difficultés dans certaines modalités plus fines. Donc déjà, le handicap neurologique, il peut être variable d'une personne à l'autre. Si on a fait, par exemple, une lésion au niveau de la moelle épinière, on peut garder un déficit moteur ou un déficit de la sensibilité. Voilà. Alors, quand c'est après une poussée, comme je vous disais, naturellement, il y a des phénomènes de réparation qui se mettent en jeu dans les semaines et les mois qui vont suivre l'apparition de la lésion. Et donc là, on peut avoir une récupération dans les mois et dans les semaines et les mois qui suivent, jusqu'à 1 an même après une poussée.
Donc, il faut aussi avoir la patience, on va dire, d'attendre un petit peu que la récupération soit optimale. Et à la suite d'une poussée, il peut être intéressant aussi de s'entraîner, de favoriser certains exercices, par exemple, qui vont permettre de mieux compenser. Par exemple, si on a eu un déficit de la motricité, un déficit de la jambe, on va très souvent prescrire des séances de kinésithérapie pour aider à travailler cette motricité et à accompagner la récupération. Ça, c'est un premier cas après une poussée. Et puis, on a 10 à 15% des patients qui ont une forme qu'on appelle progressive, où le handicap neurologique ça apparaît de façon petit à petit, on va dire au cours des mois et années, souvent à un âge un petit peu plus avancé par rapport à l'âge où on commence la maladie, plutôt à partir de 50 ans, mais ça peut être plus jeune aussi, hein, c'est très variable. Et là, les choses sont un petit peu différentes. Parfois, on a des phases de plateau, parfois, on peut avoir des phases d'amélioration parce que justement, on a intensifié la rééducation. Donc, vraiment, l'aspect physique est très important. Hein. Comme après un accident vasculaire cérébral, hein, la rééducation est tout aussi importante pour favoriser, pour aider et pour accompagner la récupération. Mais là, c'est vrai qu'on est sur des phénomènes qui sont différents. On a pu le mesurer et le voir grâce aux différentes études en imagerie, par exemple. On est sur des phénomènes plus chroniques avec cette perte axonale hein, qui est vraiment la chose sur laquelle il faut qu'on agisse le plus tôt possible. Et donc, c'est vrai que quand certains neurones sont détruits, là, c'est là que le handicap neurologique peut persister. Et il faut essayer d'arriver le plus tôt possible et de mettre en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre, les traitements s'ils sont adaptés, tôt dans la maladie, et puis essayer de contrôler au mieux les choses le plus tôt dans la maladie.